votre journée de travail. Je m'appelle Jean-Michel Arnal, je suis réanimateur à Toulon. Et donc, nous allons parler ce soir de la ventilation dans le SDRA. Le programme a été fait en concertation avec Promamec et certains d'entre vous. Et donc, l'objectif, c'est de parler de la stratégie ventilatoire jusqu'aux fonctions avancées. Alors, je ne vous cache pas que j'ai un conflit d'intérêts puisque je travaille à mi-temps pour la société Hamilton Medical. Je fais la recherche pour ce fabricant de ventilateurs. Est-ce que tout le monde voit le scanner? On voit le slide de conflit d'intérêt, docteur. Ouais, scanner, c'est bon. Très bien. OK. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit décalage. Alors, vous voyez ici un scanner d'un patient à SDRA, comme vous en avez vu beaucoup, je pense. Et vous savez que le SDRA est caractérisé par une condensation du poumon qui survient principalement dans les zones postérieures. Et finalement, la partie aérée du poumon est réduite. C'est le concept du baby lung. Et donc, quand on va devoir ventiler ces patients-là, il y a un risque de lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique, qu'on appelle des VILI en anglais. Et ce risque est lié à plusieurs choses. D'abord, le stress, c'est-à-dire une pression trop importante dans ce baby lung, dans ce poumon de bébé. Et donc, pour essayer d'évaluer le stress, on peut mesurer la pression transpulmonaire, qui est la pression alvéolaire moins la pression pleurale. Et pour ça, il faut un cathéter œsophagien, donc on fait quand même pas ça tous les jours. Ou on peut l'approcher par la pression de plateau, et c'est pour ça que la pression de plateau, c'est important dans le SDRA. Par ailleurs, on a le strain. Le strain, c'est la déformation du poumon, donc de ce petit poumon. Et pour prévenir cette déformation, eh bien, on va utiliser des volumes courants bas et une pression motrice ou driving pressure basse. La pression motrice, c'est la pression de plateau moins la PEP totale. Et enfin, la troisième lésion qui peut survenir, c'est ce qu'on appelle l'atélectroma. L'atélectroma, c'est le fait de recruter le poumon collabé et de le dérecruter à chaque cycle, de le recruter à chaque insufflation, de le dérecruter à chaque expiration. Et ça va créer des lésions du poumon. Et donc, pour prévenir ces lésions d'atélectroma, eh bien, on va appliquer une stratégie de recrutement alvéolaire. Qu'est-ce qu'on appelle le recrutement alvéolaire? C'est le fait de transformer donc un poumon qui est collabé en un poumon qui est totalement aéré. Le but, c'est de réaérer le poumon, mais c'est d'améliorer l'homogénéité pulmonaire, d'améliorer la compliance, d'améliorer l'oxygénation et surtout de diminuer le risque de lésions pulmonaires induites par la ventilation, donc le stress, la déformation et l'atélectroma. Donc, ce qu'on appelle le recrutement alvéolaire, c'est avant tout pour essayer de moins abîmer notre poumon, puisqu'on comprend aisément qu'un poumon qui est parfaitement aéré sera moins à risque qu'un poumon qui est collabé. Alors, c'est le concept de recrutabilité pulmonaire? Comment on peut évaluer la recrutabilité pulmonaire? Ce n'est pas si simple. Et la méthode de référence, c'est de faire un scanner avec une pression basse, donc par exemple à 5 de PEP, et avec une pression élevée, par exemple à 40 ou 45 cm d'eau, et de comparer les images. Donc, vous voyez sur la gauche un patient qui, à 5 de PEP, a beaucoup de poumons collabés. Et puis, quand on augmente la pression à 45, vous voyez que la plupart du poumon est réaéré. Donc, on va dire que ce patient a une recrutabilité pulmonaire importante. Il bénéficie des pressions élevées. Regardez sur la droite ce patient-là. À 5 de pression, il a le lobe inférieur gauche qui est totalement collabé et le reste qui est relativement bien aéré. Quand on met une pression à 45, le lobe inférieur gauche est toujours aussi collabé, donc on n'a rien recruté. Par contre, on a surdistendu le poumon qui était déjà aéré. Donc, ce patient-là a une faible recrutabilité. Alors, en utilisant cette méthode du scanner à 2 niveaux de pression, il y a 2 études qui ont évalué le potentiel de recrutabilité du poumon. La première chez des patients à SDRA modéré qui étaient ventilés déjà depuis 4 jours. Donc, on va dire des SDRA au bout de plusieurs jours. Et vous voyez que le nombre de patients qui est sur la colonne des X est assez
diffus, c'est-à-dire que vous avez des patients qui ont très peu de recrutabilité et des patients qui en ont plus, avec une valeur moyenne à 13%, ce qui est relativement faible pour des patients en SDRA. Et puis, une deuxième étude a utilisé exactement la même méthodologie chez 51 patients en SDRA, mais des SDRA récents, c'est-à-dire pendant les 24 ou premières 48 heures. Et là, on voit à nouveau qu'il y a une grande variabilité entre les patients. Certains qui ont une recrutabilité faible, d'autres qui ont une recrutabilité élevée, mais en moyenne, ils avaient une recrutabilité à 45%, ce qui est beaucoup plus. Donc, le message de ces études, c'est quoi? C'est que quand on est en face d'un patient qui a un SDRA, certains ont un faible potentiel de recrutabilité et d'autres ont un fort potentiel de recrutabilité. Et il semblerait que les SDRA récents sont plutôt plus recruteurs que les SDRA au bout de 4 jours, mais ce n'est pas une règle absolue puisque certains restent avec une recrutabilité faible. Et donc, la première étape, ça va être de déterminer où est mon patient donné de façon à sélectionner la stratégie ventilatoire. Parce qu'évidemment, on ne va pas utiliser la même stratégie pour un patient qui n'est pas recrutable et pour un patient qui est fortement recrutable. Donc, c'est ce dont on va parler pendant cette heure. Comment on peut caractériser nos patients à la prise en charge? Quelles stratégies ventilatoires vont en découler de cette caractérisation? Et puis, s'il nous reste un peu de temps, on parlera un petit peu des modes ventilatoires automatiques. Alors, premièrement, comment caractériser nos patients? Donc, quand on prend en charge un patient en SDRA, je pense que la première chose à faire assez rapidement, c'est d'évaluer la partie hémodynamique, par exemple avec une échographie cardiaque, pour évaluer est-ce qu'une partie de l'hypoxémie est due à un bas débit cardiaque. Et si c'est le cas, on va essayer de le stabiliser avec du remplissage ou avec un inotrope si c'est le cas. Ensuite, on va faire une gazométrie avec une PEP modérée, donc entre 5 et 10 cm d'eau. Et cette gazométrie va nous permettre de distinguer la sévérité de l'hypoxémie. Donc, vous savez que le SDRA sévère, modéré et léger. Et je vous propose, au lieu de le séparer en 3 catégories, de le séparer en 2 catégories. Donc, on va dire les SDRA modérés à légers, c'est-à-dire les patients qui, à la prise en charge, une fois qu'ils sont un peu sédatés, qui ont une PEP entre 5 et 10, ont un rapport PO2 sur FiO2 supérieur à 150. C'est des SDRA peu sévères qui, généralement, ont quand même pas mal de poumons aérés et donc ne sont pas très recruteurs. Donc, chez ceux-là, on va pouvoir maintenir une sédation de confort, mais il ne s'agit pas d'avoir forcément une sédation profonde. Et on peut laisser les patients dans un mode spontané où ils vont déclencher le ventilateur. On ne va pas mettre une PEP très élevée, donc je vais dire entre 8 et 12, donc on va dire en moyenne autour de 10. Mais par contre, comme c'est des patients qui sont spontanés, on va surveiller le volume courant et on va surveiller l'effort qu'ils font, qui est la P01. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, on avait parlé de cet indice. En revanche, les patients plus graves, c'est-à-dire ceux qui sont modérés à sévères, c'est-à-dire le rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 150, c'est des patients qui ont un pronostic beaucoup plus grave et chez qui va se poser la question de la stratégie de recrutement parce que généralement, ils ont beaucoup plus de poumons collabés. Donc, chez ceux-là, on va faire plutôt une sédation profonde pour qu'ils soient totalement passifs, voire une curarisation. Vous savez que la curarisation est discutée, mais personnellement, j'utilise encore beaucoup la curarisation chez ces patients graves, de façon à utiliser un mode contrôlé, c'est-à-dire qui ne déclenche pas le ventilateur. Et donc, c'est cela qu'on va caractériser avec 2 indices. D'une part, la compliance, on va simplement regarder la compliance, et deuxièmement, on va évaluer la recrutabilité. Alors, la compliance, vous savez tous ce que c'est. La compliance, c'est l'élasticité du système thoraco-pulmonaire. Donc, la formule, c'est le volume courant divisé par la pression motrice, donc le volume courant divisé par moins la PEP totale. Certains ventilateurs vous donnent la compliance si classique, donc vous n'avez pas besoin de faire le calcul, de faire des pauses, etc. Donc, on va pouvoir utiliser cette compliance. Elle sera affichée directement sur le ventilateur.
La compliance normale pour un patient qui a les poumons normaux, c'est entre 50 et 60 donc millilitres par centimètre d'eau. Donc ça, c'est un patient qui a des poumons normalement aérés. Et donc, le fait de mesurer la compliance va nous renseigner sur combien il reste de poumons aérés. Puisqu'on comprend bien que si on a un poumon bébé, si on a une diminution du volume de poumons aérés, on aura une diminution de la compliance. Donc, si vous avez une compliance modérément diminuée entre 40 et 50, c'est qu'il y a assez peu de condensation. Par contre, si vous avez une compliance inférieure à 40, eh bien, ça veut dire que déjà, on a beaucoup de condensation, donc que ce patient est à risque de lésion pulmonaire parce qu'il a un baby lung. Si vous avez une compliance très basse, c'est-à-dire inférieure à 25, c'est que généralement, il y a une diminution de la compliance pariétale, par exemple un patient qui est obèse ou qui a une kyphoscoliose ou qui a une hyperpression abdominale, ou peut-être c'est un patient qui avait une fibrose pulmonaire au préalable et qui développe un SDRA. Si au contraire, vous avez une compliance très élevée, la seule maladie qui puisse donner ça, c'est l'emphysème pulmonaire. Donc, il faut se méfier parce qu'un patient qui a un emphysème pulmonaire et qui développe un SDRA, eh bien, forcément, comme il part d'une compliance normale autour de 60 ou 70, déjà, s'il a 5 ans de compliance, c'est une diminution significative. Donc, c'est comme ça qu'on va regarder la compliance pour essayer d'estimer la quantité de poumons aérés et le risque lié à la ventilation mécanique. Et dans un deuxième temps, on va évaluer la recrutabilité, c'est-à-dire ce poumon collabé, est-ce que j'ai des moyens de le recruter, de le réaérer ou pas? Et pour ça, on a deux façons de faire. La première qui est la courbe pression-volume à des bilans, ce qu'on appelle la courbe PV, que je vais vous détailler un peu plus loin. Et la deuxième, qui est le rapport recrutement-inflation. C'est un nouvel indice qui a été décrit relativement récemment, qui prend un peu plus de temps. Pour l'instant, on n'a pas de comparaison entre les deux. Moi, mon expérience clinique, c'est que les deux concourent, c'est-à-dire que vous utilisiez l'un ou l'autre, vous retrouvez la même catégorisation. Alors, par simplicité, moi, j'utilise la courbe pression-volume, puisque c'est une manœuvre qui va durer moins d'une minute. Donc, si vous avez un ventilateur qui propose de faire la courbe pression-volume, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire cette courbe, on va démarrer à une pression à 0, on va monter, donc on va faire une inflation lente jusqu'à 40 cm d'eau, puis une déflation lente jusqu'à à nouveau 0. Donc ici, sur la courbe de gauche, vous avez la pression sur l'axe des X, le volume sur l'axe des Y. Donc, je monte la pression de 0 à 40 très lentement, donc ça prend 20 secondes. Et puis, je diminue la pression, le ventilateur diminue la pression de 40 à 0 et ça dure 20 secondes. Donc, vous voyez, la manœuvre totale dure 40 secondes, puis le ventilateur reprend la ventilation normale après. Et donc, puisqu'on a la pression et le volume, dites-vous que la pente de la courbe représente la compliance du système thoraco-pulmonaire à chaque niveau de pression entre 0 et 40 à l'inflation, mais aussi à la déflation. Et donc, vous avez deux résultats possibles. Soit quand je monte la pression, la compliance diminue, vous voyez que la pente diminue. Ça veut dire que notre patient, il est peu recrutable. C'est-à-dire que quand je gonfle les poumons, tout l'air va dans le baby lung qui devient surdistendu et qui, au bout d'un moment, la compliance diminue. Donc, cet aspect donc convexe vers le bas montre que le patient est peu recruteur. Le deuxième indice qu'on va regarder, c'est l'hystérésie, c'est-à-dire la surface entre l'inflation et la déflation. Là, vous voyez que l'hystérésie, c'est relativement étroit entre l'inflation et la déflation. Donc ça veut dire aussi que le patient est peu recruteur. En revanche, si vous regardez sur la courbe de droite, vous avez un aspect totalement différent pour le même type de manœuvre, où vous avez, quand on gonfle, une augmentation de la compliance. Donc, j'augmente la pression, j'améliore la compliance. Pourquoi? Parce que je recrute le poumon en augmentant la pression. Et puis, on a un hystérésis qui est large, une surface qui est beaucoup plus large. Et ça aussi, c'est Docteur, en faveur. docteur Arnaud, Oui.
Et juste, on ne voit plus le défilement des slides. Euh, voilà, super. Maintenant, c'est bon. C'est On bon? voit, OK. on est dans la courbe PV des bilans. Voilà. Hein. Donc, j'étais sur la courbe de droite, pardon, qui montre donc à l'inflation une courbe qui est convexe vers le haut parce que la compliance s'améliore quand on augmente la pression et un hystérésis qui est large entre l'inflation et la déflation. Donc, ce patient-là est un patient qui a un indice de recrutabilité élevé, donc on va pouvoir recruter. Donc, une fois qu'on a évalué la recrutabilité, ça va nous permettre de choisir quelle est la stratégie ventilatoire. Donc, vous savez que de façon générale, quand on ventile un patient qui a un SDRA, les objectifs, c'est de garder un volume courant faible, entre 4 et 8 millilitres. Alors, vous allez me dire 4 et 8, ce n'est pas très précis. Le principe général, c'est que plus la compliance est basse, c'est-à-dire plus la quantité de poumons aérés est basse, plus on va utiliser un volume courant bas. C'est pour ça qu'on a une marge. Dans tous les cas, on va utiliser une pression de plateau inférieure à 30 pour diminuer le stress, une pression motrice inférieure à 15 cm d'eau, et puis on va viser un objectif de saturation entre 92 et 96, donc on va ajuster l'oxygène pour obtenir ça, et puis on va viser une PaCO2, pas strictement normale. Pourquoi mettre le patient à 40? De toute façon, le patient est sédaté, donc une discrète autour de 50 mm de mercure. Si bien sûr le pH le permet, on vise toujours un pH supérieur à 7,25. Et concernant donc le recrutement alvéolaire, eh bien, si l'évaluation de la recrutabilité nous montre que notre patient a un faible potentiel de recrutabilité, on ne va pas faire de manœuvre de recrutement à ce patient parce que ça serait totalement inefficace et dangereux. Et comme il n'y a rien à recruter, eh bien, on va garder une PEP relativement basse, donc entre 5 et 8 cm d'eau. Donc ça, c'est très important. Un patient qui n'a pas d'index de recrutabilité, on ne met pas une PEP élevée parce que la PEP va être associée à des lésions pulmonaires. Par contre, alors excusez-moi, je reviens en arrière, on peut essayer le décubitus ventral. La courbe PV ou l'indice inflation sur recrutement prédit si une manœuvre de recrutement est utile, et donc si le patient a besoin d'une PEP élevée, mais ne prédit pas si le décubitus ventral va améliorer le patient. Donc ce patient qui a un faible potentiel, une fois qu'on a décidé qu'on ne lui fait pas de manœuvre de recrutement et qu'on garde la PEP basse, on peut très bien lui faire une séance de décubitus ventral, et la plupart du temps, ça permet d'améliorer les rapports ventilation-perfusion. À l'inverse, un patient qui a un fort potentiel de recrutabilité, donc avec cette courbe qui a une convexité vers le haut, ce patient va bénéficier d'une manœuvre de recrutement, c'est-à-dire qu'on va arriver à réaérer le poumon, et puis il va falloir lui trouver le niveau de PEP pour éviter à nouveau des recrutements. Donc il va falloir augmenter la PEP pour maintenir ce poumon aéré. Alors, si on considère les patients en SDRA précoce, ce que j'appelle SDRA précoce, on intube le patient, on le sédate, on le stabilise. C'est dans les quelques heures qui suivent l'intubation, 80% des patients sont plutôt recruteurs. Et du coup, c'est l'intérêt de s'occuper de ça relativement tôt après l'intubation. Et de façon intéressante, dans les patients SDRA COVID-19, on sait que c'est des patients très particuliers, 80% des patients ne sont pas recruteurs. Donc, c'est une des particularités du SDRA du COVID, où même après l'intubation, même de façon précoce, la plupart des patients ne sont pas recruteurs. Et c'est pour ça qu'on avait plutôt tendance à les ventiler avec une PEP basse et pas de manœuvre de recrutement. Alors, pourquoi c'est important de bien choisir la stratégie en fonction de la caractérisation? Bien, je vais vous décrire cette étude qui est extrêmement intéressante, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a été faite par le professeur Constantin. Donc, ils ont inclus des SDRA modérés à sévères, donc des patients qui avaient un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 150, et ils les ont randomisés par tirage au sort entre un groupe contrôle qui avait une ventilation, on va dire, conventionnelle. Donc, c'est des patients sédatés, volume courant à 6 ml par kilo de poids idéal,
la PEP réglée selon la table PIP-FiO2. On faisait du décubitus ventral à ces patients et les manœuvres de recrutement uniquement en sauvetage, donc pas du tout systématique. Et puis, un groupe où il se proposait d'adapter la stratégie en fonction de la caractérisation. Donc, il ne faisait pas une courbe PV, il faisait soit un scanner, soit une radiothorax. Initialement, ils avaient prévu de faire un scanner, mais ce n'était pas simple. Donc, la plupart des patients ont été caractérisés sur une radiothorax. Et donc, la consigne, c'était si la radiothorax ou le scanner montre des lésions focales, donc plutôt lobaires, à ce moment-là, il fallait ventiler le patient avec un poids, un volume courant à 8 ml par kilo de poids idéal, une PEP plutôt basse, une pression de plateau inférieure à 30, du décubitus ventral de façon obligatoire et pas de manœuvre de recrutement, sauf en cas de sauvetage. Donc, des patients plutôt non recruteurs, on les ventile avec une PEP basse, pas de manœuvre de recrutement et du décubitus ventral. Et à l'inverse, si la radio ou le scanner montrait des lésions non focales, donc plutôt diffuses, ils estimaient que c'était un indice de recrutabilité. Donc là, on mettait un petit volume courant, une PEP plus élevée, on montait la PEP pour obtenir une pression de plateau à 30. On faisait des manœuvres de recrutement dans tous les cas et le décubitus ventral uniquement en sauvetage. Donc, vous voyez, patient non recruteur, PEP basse, décubitus ventral, pas de manœuvre de recrutement. Patient recruteur, PEP plus élevé, volume courant réduit, manœuvre de recrutement, pas de décubitus ventral. Donc, deux stratégies différentes. L'objectif, c'était de voir est-ce qu'il y avait une différence en termes de survie. Donc, quand ils ont regardé les deux groupes, à peu près 200 patients dans chaque groupe, aucune différence de mortalité entre le groupe contrôle et le groupe, on va dire, individualisé. Par contre, ils se sont aperçus que dans le groupe individualisé, les investigateurs se sont trompés des fois. Ils ont mal caractérisé les patients. Donc, ils ont considéré un patient qui était focal comme un non focal ou vice-versa. Et donc, ça, c'est sur 196, il y avait 40 patients qui étaient mal classés. Donc, quand ils ont enlevé ces patients qui étaient mal classés et du coup qui n'étaient pas traités comme ils auraient dû l'être, eh bien là, il y a une différence significative sur la mortalité, c'est-à-dire que les patients qui avaient un traitement personnalisé, adapté, si je puis dire, à leurs caractéristiques, avaient une survie meilleure que le groupe contrôle. Donc, vous voyez, on a quand même intérêt, entre guillemets, à essayer de caractériser nos patients et à leur proposer le traitement adapté à leurs besoins. Et un schéma qui est extrêmement intéressant à mon sens, les auteurs ont montré ici donc la mortalité à 90 jours pour des sous-groupes de patients. Donc, le premier, c'est des patients qui avaient les lésions focales sur la radio ou le scanner et qui ont eu la stratégie qui était adaptée, c'est-à-dire une PEP basse, un volume courant à 8000 kg et du décubitus ventral. Vous voyez, ils avaient une mortalité relativement faible, une survie à 90%. Deuxième groupe, les patients qui avaient des lésions non focales, mais qui avaient une stratégie adaptée, c'est-à-dire une PEP plus élevée et des manœuvres de recrutement. La mortalité aussi était relativement faible, moins de 20%, et ils n'avaient pas trouvé de différence significative entre ces deux groupes. Par contre, regardez, les patients qui avaient une lésion non focale, donc diffuse, et qui n'avaient pas eu la bonne stratégie, chez qui on s'était trompé, c'est-à-dire qui avaient eu une PEP basse et pas de manœuvre de recrutement et du DV, avaient une mortalité de l'ordre de 50%. Et le pire du pire, c'était un tout petit groupe de patients qui avaient des lésions focales, qui ont reçu une stratégie inadaptée, c'est-à-dire qui ont reçu des manœuvres de recrutement, une PEP plus élevée et pas de décubitus ventral. Ceux-là ont eu une mortalité de l'ordre de 80 ou 90%, donc une mortalité effroyable. Donc, vous voyez, l'intérêt de bien choisir notre traitement, mais aussi l'intérêt de ne pas se tromper. Et donc, toutes ces études qui ont comparé stratégie de recrutement versus pas de stratégie de recrutement chez des patients qui n'étaient pas caractérisés, eh bien, ont des résultats qui sont négatifs parce que ça a été un mix de tous ces patients. Donc, le message de ça, c'est que quand on a un patient qui a un petit poumon aéré,
S'il a un potentiel de recrutabilité faible et qu'on lui fait une manœuvre de recrutement et qu'on augmente la PET, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va rien faire sur poumon collabé. Par contre, on va surdistendre son petit poumon aéré qui reste, et ça, c'est très, très mauvais, et ça va être associé à une mortalité très élevée. Donc, il faut absolument éviter cette situation. En revanche, si notre patient qui a un petit poumon aéré, la manœuvre de recrutement est efficace, ça va augmenter la taille du poumon aéré, diminuer la taille des condensations, et là, eh bien aussi, on aura un bon pronostic. Donc, voilà l'intérêt de bien caractériser nos patients. Et je dirais, si on n'a pas les moyens de caractériser, on n'a pas les moyens de faire une courbe PV, ou on n'a pas le temps, pour ne pas faire des bêtises, je pense qu'il vaut mieux garder une PEP basse, un volume courant bas et mettre le patient en décubitus ventrale que de tenter une manœuvre de recrutement et une PEP élevée si je ne suis pas sûr que notre patient est recruteur. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je me propose de vous parler maintenant des modes ventilatoires automatiques. Alors, c'était aussi une demande de certains d'entre vous. Donc, qu'est-ce qu'on appelle par mode ventilatoire automatique? Vous savez très bien que dans les modes conventionnels, quand on fait du volume contrôlé ou de l'aide inspiratoire, c'est le docteur qui va choisir la cible, qui va dire pour ce patient, je veux tant de PaO2 et tant de PaCO2, mais c'est aussi le docteur qui va faire les réglages. Et le résultat pour le patient, c'est que le réglage va être fixe entre deux passages du docteur. Ce qu'on appelle des modes ventilatoires automatisés, c'est des modes où c'est toujours le docteur qui va décider de la cible. Les ventilateurs ne sont pas capables de faire ça pour l'instant. En revanche, le ventilateur va choisir les réglages pour obtenir ou atteindre la cible fixée par le docteur. Et donc, la résultante, c'est que le réglage va varier en fonction des variations physiologiques ou physiopathologiques du patient. Donc, au lieu d'avoir un réglage qui est fixe, il va pouvoir évoluer. Donc, on va considérer que dans un mode automatisé, la tête, ça reste le docteur de façon indiscutable, mais les bras, les mains, celui qui va faire le travail, ça sera le ventilateur et les deux vont agir de concert. Alors, de quoi on parle quand on parle de ces modes ventilatoires automatisés? Le premier mode, c'est le mode ASV. ASV, ça veut dire Adaptive Support Ventilation. C'est un mode ventilatoire qui va ajuster les paramètres de ventilation. Donc, vous savez très bien que dans la ventilation mécanique, on règle d'une part les paramètres de ventilation, ceux qui vont permettre de contrôler la PaCO2. Donc, c'est la combinaison d'un volume courant et d'une fréquence respiratoire, le produit des deux étant la ventilation minute, donc pour éliminer le CO2. Et d'autre part, les paramètres d'oxygénation qui vont nous permettre de contrôler la PaO2, et ça, c'est la FiO2 et la PEP. Donc, le mode ASV, c'est un mode ventilatoire qui ajuste automatiquement la combinaison volume courant fréquence respiratoire pour une ventilation minute donnée qui est réglée par l'utilisateur. Donc, comment ça marche en gros? Eh bien, l'utilisateur va régler la ventilation minute et la décision entre le volume courant et la fréquence va être faite par le ventilateur en fonction de la mécanique ventilatoire. Et donc, le ventilateur va mesurer la compliance et les résistances, la mécanique ventilatoire, et adapter le volume courant en fonction de la mécanique ventilatoire. Le principe général, c'est que plus la compliance est basse, plus le volume courant va être bas, et du coup, la fréquence élevée. Donc, chez un patient à SDRA, l'ASV va choisir un volume courant bas et une fréquence relativement élevée. Et à l'inverse, chez un patient BPCO qui a des résistances augmentées, il va choisir un volume courant plutôt élevé et une fréquence plutôt basse. C'est ce qu'on fait manuellement en général. Dans le mode ASV, la FiO2 et la PEP sont réglées par l'utilisateur. Alors, quel est l'intérêt du mode ASV? Le principal intérêt, c'est que pendant la période de sédation, pendant la période où le patient est totalement passif, eh bien, le ventilateur va adapter en permanence la combinaison volume courant-fréquence selon la mécanique. Un exemple,
L'infirmière tourne le patient sur le côté pour lui faire la toilette, par exemple. On comprend bien que la compliance diminue. Le ventilateur va s'adapter en temps réel, diminuer un peu le volume courant, augmenter la fréquence. Un patient qui fait une atelectasie, un pneumothorax, etc., ça va être la même chose. Et puis, quand on va arrêter ou diminuer la sédation pour que le patient se réveille, il y a toujours une phase de transition qui est un peu délicate, c'est le moment où le patient va reprendre sa ventilation spontanée et où généralement, il ne va plus supporter le mode contrôlé et il va y avoir une asynchronie. Dans ce mode-là, à partir du moment où le patient déclenche le ventilateur va changer automatiquement du mode pression contrôlée au mode aide inspiratoire. Donc la transition se fait vraiment en souplesse parce que dès que le patient déclenche le ventilateur, hop, il passe en mode aide inspiratoire. Et bien sûr, il peut revenir en arrière si le patient fait une apnée. Et puis pendant la période spontanée, et notamment pendant le sevrage ventilatoire, eh bien, ce mode-là aussi va diminuer l'aide inspiratoire en fonction de l'effort du patient. Globalement, si le patient fait de lui-même un volume courant convenable, le ventilateur va diminuer l'aide inspiratoire. Et si au contraire le patient est faible, il va augmenter l'aide inspiratoire. Et donc, c'est assez facile de sevrer les patients puisqu'on va simplement monitorer l'aide inspiratoire. Et à partir du moment où le patient a besoin d'une aide inspiratoire inférieure à 10, eh bien, on va penser peut-être, est-ce que c'est le moment de les extuber. Donc ça, c'est le premier mode. Et le deuxième mode ventilateur automatisé, c'est le mode qu'on appelle Intelligent ASV. Donc, vous voyez qu'il y a le mot ASV parce que c'est vraiment une évolution du mode ASV où là, vous voyez que sur le schéma, tous les réglages sont automatisés. C'est-à-dire les 3 réglages de ventilation sont automatisés. Non seulement le volume courant et la fréquence, mais aussi la ventilation minute. Et puis, les réglages d'oxygénation aussi, la FiO2 et la PEP sont automatisés. Alors, comment ça se passe en pratique? L'utilisateur va mettre une cible, va régler une cible de CO2 expiré. Donc, on a un capteur de CO2 expiré et c'est l'utilisateur qui choisit la cible de CO2 en fonction de son patient. Et donc, le ventilateur va ajuster la ventilation minute pour atteindre cette cible. Si le CO2 est trop grand et trop élevé, il montera la ventilation minute et vice-versa. Et puis, l'utilisateur va régler une cible de SPO2 en fonction de son patient et le ventilateur va ajuster la FiO2 et la PEP pour atteindre cette cible. Et en plus de ça, dans ce mode-là, une sorte de protocole de sevrage automatisé que je vous montrerai. Donc voilà comment ça se présente sur l'écran. Vous avez ici la partie ventilation et en dessous la partie oxygénation. Donc, comme je vous ai dit, l'utilisateur va régler un CO2 expiré cible, par exemple chez ce patient-là, entre 41 et 48 mm de mercure, donc vous voyez quelque chose d'assez conventionnel. Le ventilateur va mesurer le CO2 expiré du patient et ajuster la ventilation minute en fonction. Donc, si le CO2 est trop élevé, eh bien, il va monter, et s'il est trop bas, il va baisser. Alors, la ventilation minute ici est exprimée en pourcentage du poids idéal, donc c'est toujours par rapport au poids idéal. Et après, le ventilateur va mesurer la mécanique du patient et ajuster le volume courant et la fréquence pour atteindre cette fameuse ventilation minute. Donc, vous voyez que ici, on a un patient qui a une compliance à 61, donc on va dire un patient qui a un poumon qui est normal. Et pour atteindre l'objectif fixé par l'utilisateur, qui est une capnie, on va dire, normale, eh bien, il a choisi un volume courant à 444, une fréquence à 13, ce qui, pour ce patient, est un volume courant à 6,6 millilitres par kilogramme de poids prédit. Concernant l'oxygénation, c'est le même principe. L'utilisateur va régler une cible de SPO2. Donc, par exemple, ici, ça a été entre 93 et 97 de SPO2. Et le ventilateur va ajuster la PEP et la FiO2 en fonction de la cible.
Vous voyez qu'en ce moment, le patient a une SpO2 supérieure à la cible, 99. Donc, l'oxygène est en train de diminuer avec cette petite flèche qui nous montre que la FiO2 est en train de diminuer pour que la SpO2 aille dans la cible. Alors, quel est le rôle du clinicien dans ce mode-là? Il ne faut pas penser que parce qu'on utilise un mode ventilateur automatisé, il n'y a plus rien à faire. Non, au contraire, il y a moins de travail à faire, mais le travail est, on prend plus de la hauteur. Le rôle du clinicien, ça va être de définir les objectifs. C'est très, très important de définir précisément quels objectifs je veux pour tel patient donné. Ensuite, de comprendre et de monitorer les changements de réglage. Et enfin, de comprendre l'information du ventilateur. Alors, premièrement, définir les objectifs. Comment on va définir les objectifs? Eh bien, le ventilateur va nous demander quelle est la condition de votre patient. Donc, vous pouvez choisir, mon patient, il a un SDRA. Ou mon patient, il a une hypercapnie chronique. C'est un BPCO qui a une hypercapnie chronique à la maison. Donc, évidemment, ce n'est pas la même ventilation. Ou au contraire, mon patient, il a une lésion cérébrale. Si je sélectionne rien, comme ici, ça veut dire que globalement, le patient, il a un poumon normal. Et en fonction de ce qu'on va sélectionner ici, eh bien, les cibles de CO2 et les cibles de SpO2 ne seront pas les mêmes. Forcément, un patient qui a une hypercapnie chronique, eh bien, le ventilateur va choisir un CO2, c'est ici, va choisir un CO2 plus élevé qu'un patient normal ou SDRA. Au contraire, un patient qui a des lésions cérébrales, là, on va avoir un contrôle très strict du CO2. Pour la saturation, pareil, un patient qui est en hypercapnie chronique, c'est généralement des BPCO, donc on va choisir une SpO2 plutôt plus basse qu'un patient qui a un poumon normal. Donc, vous voyez qu'en fonction de ce qu'on va choisir, le ventilateur va proposer des cibles différentes. Et dans tous les cas, la cible peut être ajustée, excusez-moi, je reviens en arrière, par ce petit bouton-là, qui vous permet, pour votre patient donné, de décaler un peu vers une cible un peu plus élevée ou au contraire un peu plus basse. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est très important de bien choisir ces cibles. Dites-vous que c'est un peu comme le GPS dans la voiture. La ventilation automatisée, c'est le GPS de la ventilation. Mais pour bien profiter de son GPS, on a quand même intérêt à connaître la destination où on veut aller. Si vous ne mettez pas la bonne destination, forcément, le GPS ne vous amènera pas là où vous voulez. Et bien là, c'est un peu la même chose. Donc, vous voyez que pour ce qui est de la ventilation, on va régler notre cible en termes de CO2 expiré. Et puis, le ventilateur va se débrouiller d'ajuster la ventilation minute pour amener le patient au milieu de sa cible. Pour ce qui est, alors, ce qu'on va régler aussi, excusez-moi, c'est la pression inspiratoire maximale. C'est-à-dire que, d'accord, j'accepte que le ventilateur change les réglages, mais je ne veux pas dépasser une certaine pression. Donc, généralement, on limite la pression inspiratoire à 30 cm d'eau. Donc, ce que j'appelle la pression inspiratoire, c'est la PEP plus l'aide ou la PEP plus la pression contrôlée. Pour ce qui est de l'oxygénation, eh bien, de la même façon, on va régler la cible de SpO2, par exemple 93 à 97. Et là, vous vous rappelez, le ventilateur va ajuster automatiquement la PEP et l'oxygène, mais on va mettre un écart de PEP. Par exemple, chez ce patient, on a mis entre 5 et 15. Je ne veux pas descendre en dessous de 5 de PEP, mais je ne veux pas monter au-dessus de 15. Donc, c'est l'utilisateur qui va choisir la PEP. Donc, là aussi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si j'ai un patient SDRA qui n'est pas recruteur, je ne veux pas augmenter la PEP, donc je vais mettre une PEP automatique, mais entre 5 et 8 cm d'eau. Si au contraire, j'ai un patient qui est recruteur, je vais plutôt choisir une PEP plus élevée. Je pourrais dire, par exemple, de 12 à 16. Par exemple. Donc, c'est vous qui allez orienter la stratégie quand même, notamment le réglage de la PEP, en fonction des réglages. Alors, il va falloir régler aussi des alarmes. C'est très important d'utiliser des alarmes quand on utilise un mode ventilateur automatique parce que, par exemple,
on ne choisit pas le volume courant, on ne choisit pas la ventilation minute, on ne choisit pas la fréquence, mais bien sûr, on veut être alerté si jamais le ventilateur venait à utiliser des fréquences élevées ou un volume courant élevé. Et donc, une fois qu'on a défini nos objectifs, ce qu'il va falloir faire, c'est monitorer les changements de réglage. Et en monitorant ce que le ventilateur fait, eh bien, on va comprendre le patient, la physiologie du patient. Donc, comment ça se passe? Si on a un patient qui est passif, donc qui ne déclenche pas son ventilateur, le ventilateur mesure le CO2 et ajuste la ventilation minute en fonction du CO2. Une fois qu'il a trouvé le niveau de ventilation minute, il regarde la mécanique et il détermine le volume courant et la fréquence. Et c'est un mode pression contrôlé, donc il va ajuster la pression pour obtenir le volume courant à quel, je peux dire. Donc à nouveau, si la compliance est basse, il va choisir un volume courant plutôt bas et une fréquence élevée. Et si la compliance est élevée et des résistances élevées, un volume courant élevé et une fréquence basse. Donc, comment on va monitorer ce patient-là? La première chose qu'on va faire, c'est regarder quelle est la mécanique de mon patient. Alors, lui, il utilise la constante de temps expiratoire, mais vous avez ici la mécanique. Donc, vous voyez, ce patient, il a une compliance qui est normale, des résistances qui sont normales. Donc, tout de suite, je sais, ce patient, c'est un patient qui a un poumon normal. Donc, du coup, j'ai en tête les valeurs de volume courant que je voudrais. Moi, un patient qui a un poumon normal, j'aimerais qu'il ait un volume courant entre 6 et 8 millilitres par kilogramme de poids idéal. Donc, je vais regarder qu'est-ce que fait mon ventilateur. Il lui donne un volume courant à 6,6. Donc, ça me va. Ça tombe dans ce que je veux faire. Et puis, je vais regarder quelle est la pression dont il a besoin. Il a besoin d'une pression à 13. Quelle est la PEP dont il a besoin? 5. La différence, c'est la driving pressure. Donc, 13 moins 5, ça fait 8. Donc, il y a une driving pressure à 8. Donc, on est vraiment dans le range qu'on aime voir. Et quelle est la FiO2? Donc, vous voyez, vous regardez quelle est la mécanique et vous vérifiez que le ventilateur fait une ventilation qui vous convient, si je puis dire. Alors, quelle est la ventilation qui va être délivrée? Sur quel chiffre on va tomber quand on utilise ce mode ventilatoire? On avait fait une étude purement observationnelle dans le service où on a inclus des patients, donc 255 patients passifs, c'est-à-dire sédatés, et on les a mesurés au premier jour de ventilation, c'est-à-dire quand ils arrivaient, qu'ils étaient relativement frais. Et donc, on a séparé ces patients en 98 qui avaient des poumons normaux, donc il y a les critères pour dire ça, 28 BPCO et 129 patients SDRA. Donc, quand on regarde le volume courant délivré suivant la catégorie, vous voyez que pour les patients qui ont des poumons normaux, ce mode utilise un volume courant en médiane autour de 7, mais en gros entre 6 et 8 millilitres par kilogramme de poids idéal. Ce volume courant sera un peu plus élevé si on a un patient BPCO, donc il y a des résistances élevées, donc on va dire entre 7 et 10, et plus bas les patients à SDRA. Ensuite, on a regardé la pression de plateau. Donc, vous vous rappelez, notre objectif, c'est qu'elle soit inférieure à 30. Donc, elle était basse, évidemment, chez les patients à poumons normaux. Elle était un CO et inférieure à 30 chez les patients à SDRA. On a regardé la driving pressure, donc la pression de plateau moins la PEP. Et vous voyez que, de façon intéressante, quelle que soit la catégorie du patient, on a une pression motrice qui est à peu près autour de 8 à 10 cm d'eau. Donc, le but, c'est d'être à moins de 15. Donc, on est vraiment dans un range qu'on peut considérer de sécurisé. Et puis, on a regardé un autre indice qui s'appelle le Mechanical Power, qui est un peu compliqué à calculer, sur lequel on n'a pas trop de recommandations. Il semblerait que l'objectif, ce soit de le maintenir inférieur à 17. Et vous voyez que chez ces patients aussi, le ventilateur arrivait à maintenir ce mechanical power inférieur à 17. Alors, dans le sous-groupe des SDRA, donc il y avait 129 patients, on les a reclassés, donc divisés, en
mild, c'est-à-dire léger, modéré et sévère. Hein, puisque quand même, on ne peut pas mélanger tous ces patients SDRA. Et donc, on a refait les calculs. Donc, vous voyez qu'en termes de volume courant, plus les patients sont sévères, plus le ventilateur va choisir un volume courant bas. Hein, donc, il s'adapte à la compliance. Hein, plus ces patients sont sévères, plus la compliance est basse en général. Et donc, il va choisir un volume courant bas. Et vous voyez que des fois, il choisit un volume courant inférieur à 6, s'il y a besoin, de façon à maintenir une pression de plateau toujours inférieure à 30, même chez les patients les plus graves, et à maintenir une driving pressure toujours inférieure à 30. Et en termes de mechanical power aussi, c'était bien. Donc, pour moi, la leçon de ce travail observationnel, c'est que quelle que soit la catégorie du patient, quel que soit le patient que je ventile, le ventilateur va choisir une ventilation qui me plaît en termes de volume courant, de pression de plateau et de driving pressure. Donc, on va essayer de choisir une ventilation dite protectrice. Et ça, c'est très important parce que nous, on n'est pas toujours au lit du patient. On n'est pas toujours là à diagnostiquer le SDRA. Des fois, on passe à côté d'un patient qui a SDRA. Et donc, même si nous, on ne reconnaît pas que le patient a le SDRA, le ventilateur va le reconnaître parce que la compliance sera basse et va s'adapter tout de suite en délivrant une ventilation adaptée. Chez les patients en spontané, comment ça se passe? Alors là, le ventilateur il va plus regarder le CO2 expiré, il va regarder la fréquence respiratoire. Et donc, si la fréquence du respiratoire augmente, le ventilateur va minute cible de façon à augmenter la cible de volume courant, de façon à augmenter l'aide inspiratoire. Donc voilà comment ça se passe. Si le patient a une fréquence élevée, le ventilateur va augmenter l'aide et au contraire, si le patient a une fréquence basse, il va diminuer l'aide. Donc il va en gros ajuster l'aide inspiratoire en fonction de la fréquence. Et à ce moment-là, comment on va monitorer notre patient? De la même façon, on va regarder la mécanique du patient. Donc 0,45, ça reste quasiment normal. Hein. On va regarder quel est le volume courant que le ventilateur va choisir. Donc vous voyez 6000 kg, donc ça me va. Et on va regarder quelle est l'aide inspiratoire choisie par le patient. Donc 17 moins 5 égale 12. Donc actuellement, mon patient a besoin d'une aide de 12 cm d'eau pour avoir un volume courant à 6 ml/kg. Donc le message, c'est peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait prêt pour le sevrage ventilatoire. Et la dernière avantage, si je puis dire, de mode, c'est d'intégrer le retour d'information. Comment on va intégrer le retour d'information? Eh bien, à nouveau, on va regarder la mécanique du patient. Hein, donc là, maintenant, vous avez un patient différent, avec la compliance est plus basse que tout à l'heure, 40. Donc 40, ça veut dire que le poumon est collabé, donc que le patient a un baby lung. Et donc, eh bien, je vais apprendre. Si je n'avais pas réalisé que ce patient avait des condensations, eh bien, en regardant ce chiffre, je vais m'en rendre compte et je vais vérifier que le ventilateur s'adapte bien. Effectivement, le ventilateur a bien compris que la compliance était basse et donc il va choisir un volume courant plus bas, mais par contre une fréquence un peu plus élevée pour atteindre la ventilation minute. Alors, comment on peut intégrer le retour d'information, par exemple, pour le sevrage? Ici, vous avez, on va dire, le processus classique. Mon patient est en ventilation conventionnelle, je fais la visite le matin, les choses se sont améliorées, je décide d'arrêter la sédation. À un moment, le patient va commencer à déclencher son ventilateur et va être inconfortable. L'infirmière va nous appeler en disant il est en lutte, il lutte contre son ventilateur, il y a des asynchronies. Donc, on va revenir au lit du patient pour changer le mode ventilatoire pour de l'aide inspiratoire. Et puis, on va revenir un moment plus tard pour baisser l'aide, ajuster la FiO2. Et puis, au bout d'un moment, on va revenir et attaquer le sevrage. Le même process, quand on utilise ce mode IntelliVent ASV, on va faire la visite le matin, on va arrêter la sédation. Bon, le patient s'améliore, on décide d'arrêter la sédation. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que le patient va déclencher, le ventilateur va automatiquement le basculer en aide inspiratoire, donc vous n'avez pas besoin
de vous déplacer, ça va se faire tout seul. Et il va respiratoire automatiquement si le patient fait un bel effort. Et nous, on va revenir quand on en aura le temps, si je puis dire, sans urgence, monitorer notre patient. On va voir que, tiens, il a une pression à 12 et une PEP à 5, donc il a 7 d'aides inspiratoires, ça s'est ajusté automatiquement. Bon, ben, un patient qui a 7 d'aides inspiratoires, on va pouvoir débuter le sevrage si par ailleurs il est stable. Et donc, l'action qu'on va faire, ça va être de lancer le sevrage. Donc, vous voyez, nous, on est là pour décider de la stratégie. J'arrête la sédation et je le laisse déclencher. Et là, je décide du sevrage. Et le reste du travail est fait par le ventilateur. Donc, pour finir, on va parler de ce sevrage automatisé très vite. Il y a donc un protocole de sevrage automatisé qui est en 3 étapes. Première étape, quand on va lancer le protocole, le ventilateur va screener, c'est-à-dire regarder les indices de sevrabilité, donc dépister les indices de sevrabilité, l'oxygène, la PEP, le volume courant, l'aide, le rapport entre la fréquence et le volume courant, et la fréquence. Et quand tous les critères seront atteints, donc ça, on n'a rien à faire, il va le faire tout seul, eh bien, il va démarrer un compteur. Et puis nous, on va dire, au bout de 30 minutes, si tous les critères sont réunis, je veux que tu fasses une épreuve de sevrage. Donc, il va lancer une épreuve de sevrage automatique qui sera réglée par l'utilisateur. Et pendant l'épreuve de sevrage, il va continuer à monitorer notre patient. Si l'épreuve de sevrage, généralement, on la règle pour 30 minutes. Si le patient tient stable en 30 minutes, à la fin de l'épreuve de sevrage, il va nous dire que l'épreuve de sevrage est un succès, donc on devrait considérer l'extubation. Si au contraire, le patient n'est pas bien, il va arrêter l'épreuve de sevrage avant les 30 minutes et revenir au réglage précédent. Donc vous voyez, c'est une sorte de protocole de sevrage automatisé qui utilise exactement les mêmes étapes que ce qu'on fait manuellement, mais à nouveau, on n'a pas besoin d'être là à chaque étape parce que le ventilateur va le faire tout seul de façon extrêmement sécurisée. Donc, comme notre temps de parole est terminé, je vais juste passer à la fin. Et donc, ce mode ventilatoire automatisé dans notre service a été particulièrement apprécié pendant la période de Covid. Aujourd'hui, on n'a plus de patients de Covid dans le service, mais ces patients qui étaient difficiles d'accès, il fallait s'habiller chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, donc ce n'était pas si facile que ça d'aller changer les réglages du ventilateur. Vous voyez, on tournait l'écran vers la vitre et on pouvait de l'extérieur observer ce qui était en train de se passer et on rentrait juste pour régler les cibles ou pour lancer le sevrage. Et donc, on avait mis en place, on va dire, un nombre d'interventions limité. Quand le patient était intubé, eh bien, on évaluait la recrutabilité et on mettait en place la stratégie. Manœuvre de recrutement, pas manœuvre de recrutement, PEP up, PEP basse, quel SPO2 je veux, quel CO2 je veux. Et le ventilateur faisait le reste et on faisait 2 gazométries par jour pour vérifier que tout allait bien. Et puis, quand le patient s'améliorait, on arrêtait la sédation. Non, pardon, de J2 jusqu'à l'arrêt de la sédation, donc tant que le patient était sédaté. On ajustait les cibles une fois par jour et on monitorait le patient par l'extérieur. Et la plupart du temps, on n'a jamais eu à intervenir en urgence. Et puis à un moment, quand le patient s'améliorait, on arrêtait la sédation. La transition se faisait automatiquement vers l'aide inspiratoire. L'aide inspiratoire s'ajustait. Et à un moment, quand les critères étaient réunis, on activait le sevrage automatique et on monitorait le sevrage de l'extérieur. Le sevrage se faisait de l'extérieur, plus ou moins rapidement selon les patients. Et au bout d'un moment, rentrer dans la chambre pour extuber le patient. Donc, vous voyez, un patient qui est suivi en temps réel, mais avec un nombre limité d'interventions. Donc, pour conclure, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le SDRA, c'est un patient qui a un poumon à risque majeur de lésions pulmonaires induites par la ventilation. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos réglages. Donc, le fait d'évaluer la recrutabilité va nous permettre de choisir, de déterminer le recrutement et le réglage de la PEP. Et concernant les modes automatiques, vous avez bien compris que
Le rôle du clinicien, c'est de déterminer les objectifs de façon précise et qu'après, le ventilateur va adapter les réglages pour atteindre ces objectifs et que globalement, eh bien, ça va permettre une ventilation protectrice continue en temps réel pour tous les patients, hein, en tout cas quasiment tous les patients, et que ça va nous aider pour le sevrage ventilatoire. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien sûr, je suis à votre disposition s'il y a des points de discussion. Très bien. Merci beaucoup, docteur Arnal, pour cet excellent séminaire et présentation très didactique. D'ailleurs, j'utilise le terme d'un participant qui a trouvé que c'est très pédagogique et très didactique. Alors, j'ouvre sans tarder. Je sais qu'on est à court de temps, mais j'ouvre quand même sans tarder euh, euh, la liste des questions. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, soit à prendre le micro, soit à écrire votre question. On a un outil qui est très pratique des questions juste à côté, en bas de votre écran ou à côté sur la gauche dans le menu. Vous pouvez écrire la question et Dr Arnal est là pour répondre à vos interrogations. Une manœuvre de recrutement, des manœuvres de recrutement et une PEP plus élevée et un volume courant plus bas. Méthode, je ne vais pas la critiquer parce que ça a été publié dans une étude où effectivement il règle la PEP pour atteindre une pression de plateau. Moi, je ne partage pas tellement cette vision-là. Effectivement, moi, je pense que la PEP, on doit la régler quand on pense que le patient en bénéficie. Et quand le patient n'est pas recruteur, il ne faut pas mettre une PEP élevée. Après, la pression motrice, je dirais, c'est plus le volume courant qu'on va ajuster pour une pression motrice. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez par exemple une pression motrice à 17, vous dites non, c'est trop, moi je veux être à 15 maximum. J'aurais tendance à dire baissez plutôt le volume courant que la PEP. Hein. Sauf si vous pensez que la PEP est franchement trop élevée et qu'on est en train de surdistendre le poumon. Mais la plupart du temps, on va ajuster le volume courant pour avoir la driving pressure à moins de 15. Ok, super, merci beaucoup. D'autres questions, chers collègues? D'autres questions? Effectivement, Colonel Ramos parlait de concept de Gattinoni. Oui, tout à fait. Sur la première explication que vous avez donnée, docteur. D'accord. Ok. D'autres questions? Ok. Bah, écoutez, je crois que c'était très clair, très pédagogique et didactique. Voilà, donc je tenais à remercier beaucoup Dr Arnal et au travers lui Hamilton Medical, qui sont notre partenaire sur le Maroc dans tout ce qui est solutions de ventilation. Nous sommes contents de travailler avec Hamilton, nous sommes contents de travailler avec tous les intervenants d'Hamilton Medical au Maroc. Je remercie beaucoup tous nos clients avec qui nous travaillons, les anesthésistes, réanimateurs qui se sont joints à nous aujourd'hui et ceux qui m'ont envoyé un WhatsApp en s'excusant de ne pas pouvoir y arriver à cause d'une urgence à l'hôpital. Donc, sachez que ce séminaire, il est enregistré et donc nous allons partager avec vous la vidéo de ce séminaire. Juste après, nous avons l'email de tout le monde, y compris les absents. Voilà, donc nos équipes à Promamec, donc nous avons une très belle équipe d'anesthésiens qui sont spécialisés dans la réanimation. Nous avons avec nous aujourd'hui un représentant de l'équipe. Merci, Dr. Ablouachi. Nous avons un représentant Sohail Fauzi, qui est chef de produit experte de solutions Hamilton. Nous avons aussi Nordin Chatebi, qui est notre expert chevronné de solutions d'Hamilton. Et Sarah Shaibi aussi, qui n'a pas pu, qui s'est excusée, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Sachez que tous nos experts chefs de produit sont à votre disposition pour répondre à n'importe quelle question. Ils sont réactifs et disponibles. Je vous communiquerai leurs coordonnées par mail quand je vous enverrai
l'enregistrement et les remerciements qui vont avec. Et nous restons à votre disposition. Encore merci beaucoup, Dr Arnal, pour votre engagement et votre intervention. C'est un plaisir de collaborer avec vous à chaque fois, docteur, et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et nous espérons beaucoup vous voir avec nous au Maroc quand il n'y aura plus de confinement. Merci beaucoup. Merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie pour votre participation ce soir. Merci beaucoup et transmettez nos remerciements à Hamilton, le représentant d'Hamilton. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir à tous, chers collègues, et à bientôt.